Bonjour, consacré à la troisième partie sur les équations différentielles, on va faire des choses un petit peu plus théoriques. Pour suivre le tutoriel, il faut avoir vu le précédent et puis connaître un petit peu les calculs sur les complexes, en particulier les trois formes d'un nombre complexe, forme trigonométrique, exponentielle et puis les applications. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est le principe de superposition qui peut s'énoncer de la manière suivante. Quand j'ai une équation différentielle linéaire, donc là j'ai écrit la forme la plus générale possible, c'est-à-dire avec des coefficients qui sont des fonctions, mais bien sûr ça marche aussi du coup pour ce qui est au programme de TSI1, c'est-à-dire quand les coefficients sont des constantes, et que le second membre est une somme de fonctions, ou bien une combinaison linéaire de fonctions, alors à ce moment-là, une solution particulière est donnée par une combinaison linéaire avec les mêmes coefficients des deux solutions particulières individuelles, euh, prises donc avec le second membre qui correspond aux fonctions B1 et second membre qui correspond aux fonctions B2. Donc je l'ai écrit sur la diapositive. Vous résolvez l'équation différentielle avec second membre B1, vous trouvez une solution particulière. Vous résolvez l'équation différentielle avec second membre B2, vous trouvez une deuxième solution particulière. Et pour obtenir une solution particulière avec second membre lambda 1 B1 plus lambda 2 B2, ben vous prenez lambda 1 fois la première solution particulière, plus lambda 2 fois la deuxième solution particulière. Alors ça, donc c'est très facile à prouver, vous pouvez le faire en exercice. Et bien sûr, ce qu'on remarque ici, c'est que l'équation homogène ne change pas, hein, et donc du coup, les solutions homogènes, on les cherche bien évidemment une seule fois. Et c'est celles qui correspondent, dans tous les cas, au second membre nul. Alors on va maintenant s'intéresser à un exemple que j'ai mis en bleu. Ici, vous voyez, typiquement, c'est une application du principe de superposition, puisqu'on a un second membre qui est sous la forme d'une somme d'une fonction trigo et d'une fonction exponentielle. Donc, on est dans un cas où on a une somme de deux fonctions qui sont de familles différentes, et donc je peux appliquer le principe de superposition. Il y a une manière plus rapide de l'appliquer que de résoudre l'équation différentielle avec second membre de sinus x, puis l'équation différentielle avec second membre moins exponentielle 2x. Il s'agit en fait de chercher une solution particulière qui va être une somme de la première famille, c'est-à-dire a cos x plus b sin x, plus la deuxième famille, c'est-à-dire un troisième coefficient c exponentielle 2x. Et ensuite, le principe est exactement le même, c'est-à-dire que on réinjecte cette solution et on procède par identification pour obtenir les valeurs de a, b, c. Alors je rappelle l'équation différentielle, ici c'est y' plus y égale 2 sin x moins exponentielle 2x. Et donc si je réinjecte f' plus f, et que je factorise par rapport aux fonctions de la famille, c'est-à-dire ici les fonctions de la famille c'est cos x, sin x et exponentielle 2x, ben, je peux procéder par identification, à savoir que a plus b sera égal à 0, b moins a sera égal à 2, et enfin 3c sera égal à moins 1. Donc j'obtiens un système dont la solution est très facile, c'est a égale moins 1, b égale 1 et c égale moins 1 tiers. Et donc les solutions sont, comme d'habitude, la solution particulière plus l'ensemble des solutions homogènes. Et donc ici, j'obtiens les solutions que j'ai mises tout en bas, puisque les solutions homogènes, ce sont les fonctions qui s'écrivent k exponentielle moins x. Alors voyons maintenant une application des complexes pour résoudre des équations différentielles. Et donc pour ça, je vais présenter quelques résultats théoriques sur les fonctions complexes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction complexe? C'est une fonction qui part d'un intervalle réel et qui a des valeurs complexes. Et pour étudier une telle fonction, il suffit d'étudier la partie réelle et la partie imaginaire. En particulier, si la partie réelle et la partie imaginaire sont dérivables, alors on va poser que la dérivée de la fonction complexe, que j'ai ici notée phi', c'est la dérivée de la partie réelle plus i fois la dérivée de la partie imaginaire. L'intérêt de faire ça, donc j'explique pas hein, pourquoi on fait ça comme ça, c'est vraiment lié à la notion de limite dans les complexes, qui n'est pas au programme de TSI1, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vous en parle peut-être 5 secondes, allez. C'est que on va dire qu'un nombre complexe tend vers un nombre complexe quand
la partie réelle et la partie imaginaire tendent simultanément vers la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre. Donc on peut parler de limite dans les complexes, et dans ce cas-là, c'est une limite entre guillemets coordonnée par coordonnée, c'est-à-dire limite de la partie réelle et limite de la partie imaginaire. C'est comme ça en fait qu'on obtient cette fameuse notion de dérivation. L'intérêt de cette notion de dérivation, c'est que on va retrouver exactement les mêmes formules pour la dérivée de somme, la dérivée de produit et la dérivée de quotient. Alors je vais donc démontrer ces formules. Vous pouvez bien sûr mettre le tutoriel en pause et essayer de le faire aussi chez vous. C'est-à-dire vous allez prendre une somme de deux fonctions complexes, essayer de la dériver, en utilisant la définition, c'est-à-dire c'est la dérivée des parties réelles plus i fois la dérivée des parties imaginaires. Même chose pour le produit, et puis pour le quotient c'est un peu plus pénible, donc je ne vais pas le faire. Donc allons-y. Pour la somme, donc c'est très facile. La somme donc de deux fonctions complexes, sa partie réelle c'est la somme des parties réelles, et sa partie imaginaire c'est la somme des parties imaginaires. Et donc ici, j'ai appelé f1 et f2 les parties réelles de phi1, phi2, et g1, g2 les parties imaginaires de phi1, phi2. Et du coup, la dérivée de phi1 plus phi2, c'est f1' plus f2', plus i fois g1' plus g2'. Et donc en développant et en rassemblant les termes, j'obtiens bien que c'est phi1' plus phi2'. Donc la dérivée de la somme, c'est assez facile, étant donné que les fonctions parties réelles et parties imaginaires sont linéaires. Maintenant, pour le produit, c'est un peu plus dur. Si je calcule la partie réelle de phi1 fois phi2, c'est f1, f2 moins g1, g2. Et la partie imaginaire de phi1, phi2, c'est f1, g2 plus g1, f2. Et donc du coup, ici, il faut utiliser la formule de la dérivée d'un produit. Et donc, quand je calcule la dérivée de la partie réelle, j'obtiens les 4 premiers termes ici. Et quand je calcule la dérivée de la partie imaginaire, j'obtiens les 4 seconds termes ici. Mon objectif, c'est de montrer que ça, c'est égal à phi1' fois phi2 plus phi2' fois phi1. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé ce qui est tout ce qui est ce que je peux factoriser par f1', plus tout ce que je peux factoriser par i g1', de manière à obtenir ici les facteurs phi1'. Et puis je fais la même chose avec la partie réelle et la partie imaginaire de phi2'. Donc je factorise tout ce qui est en f2', et je factorise tout ce qui est en i g2'. Et je vois qu'ici j'ai des facteurs communs, les deux facteurs verts sont des facteurs communs, qui correspondent en réalité à l'expression de phi2. Même chose pour les deux facteurs rouges, qui sont tous les deux les mêmes, et qui correspondent à l'expression de phi1. Et donc en rassemblant les termes, j'obtiens une expression factorisée, phi1' phi2 plus phi2' phi1. Alors, on obtient les mêmes formules de dérivation des polynômes que pour les fonctions réelles. C'est-à-dire que quand je dérive x puissance k, ça fait k fois x puissance k moins 1, tout simplement parce que x puissance k, c'est une fonction réelle classique. Quant au coefficient, en raison de ce qu'on vient de prouver, la dérivée du coup de ak fois x puissance k, ça va être k fois ak fois x puissance k moins 1. Et donc du coup, pour un polynôme, je vais obtenir la dérivée d'un polynôme qui sera exactement la même chose que dans le cas des réels, même si les coefficients sont complexes. Alors voyons une toute dernière brique théorique qui va nous servir pour la suite, c'est la fonction qu'on appelle exponentielle complexe. Donc on va poser que exponentielle de a plus ib, avec a et b qui sont des réels, c'est exponentielle a fois exponentielle ib. Exponentielle a, je sais ce que c'est l'exponentielle classique, réelle. Quant à exponentielle ib, c'est cos b plus i sin b. Donc je peux tout à fait définir l'exponentielle complexe, c'est-à-dire l'exponentielle de a plus ib. Alors, on retrouve toutes les propriétés calculatoires de l'exponentielle, c'est-à-dire que l'exponentielle transforme une somme en un produit. L'exponentielle de z1 plus z2, c'est exponentielle z1 fois exponentielle z2. Du coup, on en déduit que exponentielle de z1 moins z2, c'est exponentielle z1 sur exponentielle z2. Et enfin, on a aussi la formule classique sur exponentielle de n fois z1, qui est exponentielle de z1 à la puissance n, avec n qui est un entier. Alors, puisqu'on a défini l'exponentielle complexe, on peut donc définir maintenant l'exponentielle d'une fonction complexe.
Et en particulier, on a une propriété intéressante, c'est que si phi est dérivable, l'exponentielle phi est également dérivable, et sa dérivée c'est phi' exponentielle phi, exactement comme la formule de la dérivée d'exponentielle u qu'on a déjà vue, qui est u' exponentielle u. Alors, pour montrer ça, je pars de la définition d'exponentielle phi, j'appelle petit f la partie réelle de phi et petit g la partie imaginaire de phi, et donc du coup, exponentielle phi, c'est exponentielle f fois cos g plus i sin g, avec ici f et g qui sont des fonctions. Pour dériver ça, il faut que j'utilise à la fois la formule de dérivation d'un produit et la formule de la dérivation composée. Donc quand je dérive exponentielle phi, ben j'obtiens par dérivation, par la formule de la dérivation d'un produit, la ligne que j'ai écrite tout en haut, et ensuite j'adopte la même technique. Je peux évidemment factoriser par exponentielle f, et puis je peux regrouper donc les termes qui sont en f' et les termes qui sont en ig'. Pourquoi? Dans l'objectif de faire apparaître ce fameux phi'. Et donc si je fais ça, je m'aperçois que les deux facteurs sont les mêmes, c'est cos g plus i sin g, qui correspond à donc exponentielle ig. Et donc du coup, j'obtiens que c'est phi' exponentielle f fois exponentielle ig, autrement dit phi' exponentielle phi. Donc voilà comment on retrouve cette formule de dérivation d'exponentielle de phi. Et du coup, j'en déduis quelque chose qui est très pratique, c'est que si j'ai phi qui prend une forme très particulière, c'est-à-dire rx, autrement dit une fonction linéaire, donc si je dérive exponentielle rx avec r qui est un complexe, j'obtiens que sa dérivée c'est r exponentielle rx. Si je dérive deux fois, du coup je vais obtenir r2 exponentielle rx, trois fois je vais obtenir r3 exponentielle rx, etc., etc. Et donc je peux montrer par récurrence que la dérivée énième de exponentielle rx, c'est r puissance n exponentielle rx. L'intérêt de ce petit calcul, c'est du coup de pouvoir expliquer d'où viennent les solutions des équations linéaires homogènes avec des coefficients constants. Et donc c'est de là que vient le procédé de résolution, notamment de l'équation caractéristique qu'on fait dans les complexes. Et donc maintenant, on va voir une deuxième application qui est le principe de superposition complexe. Et donc il s'écrit de la manière suivante, c'est que quand j'ai un second membre complexe, bien à ce moment-là, et si j'ai des coefficients d'équation différentielle qui sont réels, à ce moment-là, la partie réelle d'une solution, c'est solution de l'équation différentielle dont le second membre est la partie réelle du second membre d'origine. Et donc du coup, l'intérêt, c'est pas tellement dans ce sens-là, c'est plutôt de dire, quand on a une fonction réelle qui est la partie réelle d'une fonction complexe facile, typiquement une exponentielle complexe, alors je vais pouvoir utiliser la résolution dans les complexes, et puis à la fin, je prendrai la partie réelle. Et ça marche aussi avec la partie imaginaire d'ailleurs, c'est-à-dire que si je résous l'équation différentielle avec b de x comme second membre avec b qui est une fonction complexe, et que je trouve du coup une solution complexe, la partie imaginaire de cette solution sera solution de l'équation différentielle dont le second membre est la partie imaginaire du second membre d'origine, c'est-à-dire ici b de x. Alors, on va voir des cas justement où il est pratique de passer dans les complexes. Avant ça, on va regarder les équations homogènes. Et donc ici, on va résoudre y seconde plus 2y' plus 2y égale 0. Et on va chercher des solutions à valeur complexe sous la forme de fonctions exponentielles. Alors si je cherche des fonctions exponentielles rx avec r complexe, il suffit que r soit solution de l'équation homogène, l'équation caractéristique z2 plus 2z plus 2 égale 0. Et donc j'obtiens deux racines complexes conjuguées, puisque le discriminant ici est strictement négatif, qui sont moins 1 moins i et sont conjuguées, c'est-à-dire moins 1 plus i. Donc du coup, j'ai des solutions complexes qui vont s'écrire k1 exponentielle de moins 1 plus i fois x, plus k2 fois exponentielle moins 1 moins i fois x. Et donc je vais utiliser ce qui précède, c'est-à-dire que pour obtenir une solution réelle, il suffit que je prenne la partie réelle de ce truc-là, puisque la partie réelle de 0, c'est 0 lui-même.
Et donc, pour ça, pas que j'oublie que K1 et K2 sont des complexes, donc il faut que j'écrive K1 et K2 avec, sous leur forme algébrique, c'est-à-dire A1 plus IB1 pour K1 et A2 plus IB2 pour K2. En faisant ça, et en revenant à la définition de l'exponentielle complexe, j'obtiens, en prenant la partie réelle, donc A1 plus A2 fois cos x, plus B2 moins B1 fois sin x, le tout fois exponentielle moins x. Donc ça, c'est la partie réelle, et donc ça va être une solution euh, réelle de l'équation différentielle. Et ce qu'on voit ici, c'est que puisque A1 et A2 sont complètement arbitraires, de même que B1 et B2, du coup, ça veut dire que A1 plus A2, je peux dire que c'est un certain coefficient K tilde 1 par exemple, et B2 moins B1, c'est pareil, c'est un second coefficient K tilde 2, avec K tilde 1 et K tilde 2 qui sont des réels cette fois-ci. Donc je retrouve ici le format classique des équations homogènes pour les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant dans le cas où le discriminant est négatif. Donc c'est là d'où ça vient en fait, d'où l'intérêt des complexes. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est un exercice complet. Donc on va regarder la résolution de y' plus y égale cos de x fois exponentielle x. Donc c'est un premier exercice qu'on va regarder. Vous pouvez mettre le tutoriel en pause et chercher les solutions. Je vais vous donner une indication. En fait, ce qu'on va dire, c'est que cos de x exponentielle x, c'est la partie réelle en fait de cette expression-là, c'est-à-dire exponentielle 2x fois exponentielle x, autrement dit exponentielle 2i plus 1x. Et donc du coup, on va chercher une solution particulière qui s'écrit constante fois exponentielle 2i plus 1x, avec la constante qui bien sûr sera un nombre complexe. Et pour obtenir la solution particulière de l'équation d'origine, je prendrai la partie réelle de la solution particulière complexe que j'ai obtenue. Alors allons-y. Donc ici, je cherche une solution dans les complexes qui s'écrit a exponentielle de 2i plus 1 fois x. Donc quand je dérive ça, à partir de ce qu'on a dit la fois précédente, c'est de la forme exponentielle Rx. Donc du coup, ça va faire AR exponentielle Rx, autrement dit, A fois 2i plus 1 fois exponentielle 2i plus 1x. Et donc, en réinjectant, je vais réinjecter f plus f' égale le second membre, exponentielle 2i plus 1x. Donc je peux factoriser par, bien sûr, exponentielle 2i plus 1x et par a. Et donc en identifiant, j'obtiens que a fois 2i plus 2 égale 1. Autrement dit, a c'est l'inverse de 2i plus 2. En passant à la forme algébrique, j'obtiens que a c'est 1 quart moins i sur 4. Alors voyons maintenant comment j'obtiens les solutions réelles, puisque c'est ça qui m'intéresse. Donc pour obtenir les solutions réelles, je dois prendre la partie réelle de a fois exponentielle 2i plus 1x. Autrement dit, la partie réelle de cette chose-là. Pour prendre la partie réelle de cette chose-là, il faut que j'écrive exponentielle 2ix sous sa forme algébrique, c'est-à-dire cos 2x plus i sin 2x. Et donc, il faut que je développe cette expression et que j'en extrais la partie réelle. Donc j'obtiens, après un peu de calcul, que la partie réelle de cette expression, c'est 1 quart fois cos 2x plus sin 2x, le tout fois exponentielle x. Et donc voilà une solution particulière de l'équation de départ. Les solutions homogènes, elles sont très simples pour l'équation de départ, puisqu'ici l'équation caractéristique c'est z plus 1 égale 0, donc il y a une unique solution qui est z égale moins 1, donc les solutions homogènes, c'est les fonctions qui s'écrivent k exponentielle moins x. Alors voilà un second exercice, c'est la résolution complète de y seconde plus y' plus y égale cos x plus sin x, le tout fois exponentielle x. Vous pouvez bien sûr utiliser tout ce qui concerne la superposition et qu'on vient de voir maintenant. Donc mettez le tutoriel en pause, notez l'équation et cherchez les solutions. Allez, donc c'est parti. L'équation homogène pour trouver, donc l'équation caractéristique pour trouver les solutions homogènes, c'est z2 plus z plus 1.
En calculant le discriminant, on obtient donc deux solutions complexes conjuguées. Et donc du coup, j'obtiens les solutions homogènes, très classiquement, en prenant k1 fois cos de la partie imaginaire fois x, plus k2 fois sin de la partie imaginaire fois x, le tout fois exponentielle de la partie réelle fois x, puisqu'ici la partie imaginaire c'est racine de 3 sur 2, et la partie réelle c'est moins 1 demi. Ici je prends la partie imaginaire positive, en général c'est la convention qu'on prend. De toute façon, les deux parties imaginaires des deux solutions sont conjuguées, donc du coup elles sont opposées l'une de l'autre. Voyons maintenant comment je vais chercher une solution particulière de cette équation. Donc, je rappelle l'équation, ici. Alors ici, on voit qu'on a d'une part du cos x exponentielle x, et d'autre part du sin x exponentielle x. Donc je vais utiliser en fait deux fois le principe de superposition. Je vais utiliser le principe de superposition dans les complexes, et je vais utiliser le principe de superposition classique, c'est-à-dire je vais trouver une solution avec second membre cos x exponentielle x, et je vais trouver une solution avec second membre sin x exponentielle x. Alors, je remarque que cos x exponentielle x, c'est la partie réelle de exponentielle ix fois exponentielle x, c'est-à-dire exponentielle i plus 1 fois x. Et de même, sin x exponentielle x, c'est la partie imaginaire de ce même nombre. Du coup, je vais résoudre l'équation différentielle dans les complexes avec second membre qui est exponentielle de 1 plus i fois x. Donc je cherche une solution particulière complexe qui s'écrit a fois exponentielle 1 plus i fois x. Donc le principe est le même que précédemment, je dérive ça une fois puis deux fois, et je réinjecte afin de procéder à la fin à la méthode d'identification. Donc quand je réinjecte, j'obtiens que a vérifie cette équation, et donc ça me donne comme forme algébrique de a un 13e facteur de 2 moins 3i. Et du coup, j'ai une solution complexe qui s'écrit 1 13e fois 2 moins 3i fois exponentielle 1 plus i fois x, c'est-à-dire exponentielle ix que j'ai écrit là, fois exponentielle x. Autrement dit, il faut que je calcule la partie réelle de cette chose et la partie imaginaire de cette chose. Alors en développant tout et en rassemblant ce qui est en i et ce qui n'est pas en i, j'obtiens la partie réelle, 1 tiers de 2 cos x plus 3 sin x fois exponentielle x, et la partie imaginaire, 1 tiers de 2 sin x moins 3 cos x, le tout fois exponentielle x. Du coup, ça va correspondre à la solution particulière avec second membre cos x exponentielle x, et ça va correspondre à la solution particulière avec second membre sinus x fois exponentielle x. Et comme j'ai la somme de ces deux fonctions comme second membre, je vais prendre la somme de ces deux solutions particulières comme solution, selon le fameux principe de superposition. Et donc j'obtiens comme solution particulière 1 tiers de moins cos x plus 5 sin x, le tout fois exponentielle x. Alors à ce stade, je vais faire une petite remarque, c'est qu'on aurait très bien pu résoudre cette équation sans passer par les complexes, tout simplement en cherchant une solution particulière qui s'écrit a sin x plus a cos x plus b sin x, le tout fois exponentielle x, en se référant au fameux tableau des familles que j'ai présenté dans un tutoriel précédent. Donc voilà les solutions qu'on obtient à la fin. C'est toujours le même principe, on donne les solutions homogènes auxquelles on ajoute une solution particulière qu'on a trouvée. Voilà. On va quand même vérifier notre calcul avec XCAS, ça va être l'occasion pour moi de vous remontrer XCAS. Donc reprenons l'équation. Oula, vous voyez l'horreur qu'il trouve lui. Pourtant j'ai pas fait d'erreur, donc vous voyez qu'ici c'est très dur. XCAS donne une solution qui est très difficilement exploitable. Et
Et donc du coup, c'est vraiment pas du tout intéressant d'utiliser XCAS dans ce cas-là, hein. On va peut-être essayer une version un peu simplifiée, donc je vais utiliser voilà, donc en version simplifiée, c'est effectivement mieux, hein. J'ai utilisé la syntaxe qui s'appelle Simplify. Alors, vérification. Hop. Donc, les solutions homogènes, c'est bien cos de racine de 3 sur 2x fois exponentielle moins x sur 2. Donc ici, il ne factorise pas, lui, hein. Plus sin de racine de 3 sur 2x fois exponentielle moins x sur 2. Donc ça, c'est bon. Puis ensuite, une solution particulière, il trouve moins 1/13 de cos x. Donc ça, c'est bon. Plus 5/13 de sin x, ça c'est bon, le tout fois exponentielle x. Vous voyez qu'il n'a pas fait la factorisation, puisque je ne lui ai pas vraiment demandé, il ne donne pas les solutions exactement sous le même format, mais en tout cas ça correspond. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr m'envoyer un email ou venir me voir en classe. J'espère d'ailleurs qu'on se verra et que Omicron ne va pas nous clouer à la maison la semaine prochaine. Bonne fin de vacances.